Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens. Le 6 juin 2025, quelque chose de fort s'est joué sur scène à Anglet. L'association Femmes 3000 Pays Basque et Landes, portée par la présidente Komiba Djossoumi, a concrétisé un projet fort et inspirant. Raconte-nous les femmes. Un talk-show engagé, vibrant, profondément humain. Porté par un défi personnel, coaché pendant 3 semaines par 3 professionnels passionnés, 12 personnes ont osé prendre le micro, monter sur scène et nous ont livré une performance inoubliable dans une soirée de partage intense avec le public présent. Bienvenue dans les coulisses d'un projet où la parole libère, relie et inspire. Des graines de courage semées, fortes, sincères à chaque épisode. Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens. Dans ce premier épisode, la mieux placée pour nous parler de ce projet Raconte-nous les femmes, c'est la personne qui l'a initié, qui l'a porté avec son équipe de bénévoles. Komiba Djossoumi, présidente de la délégation Pays Basque Sud-Land de la fédération Femmes 3000, femmes du 3e millénaire. Elle va nous parler de l'association, du projet. Elle va nous parler aussi de son parcours de vie en tant qu'ancienne joueuse professionnelle de rugby. Et puis en tant que femme, on va rentrer un petit peu dans un échange intime avec Komiba aujourd'hui. Pourquoi raconte-nous les femmes et comment est venue cette idée du talk? Il y a quelque chose de l'ordre de plusieurs petits trucs qui se mettent bout à bout et que j'ai vécu, qui me font dire ça c'est une véritable opportunité, quelque chose d'hyper important de donner l'occasion de porter sa voix. J'ai vécu moi-même un talk façon TEDx du côté de Bordeaux avec Regard croisé, dont l'objectif est vraiment de faire de chaque histoire individuelle une transformation collective. J'ai vécu un moment extraordinaire et j'ai découvert à quel point c'était puissant de porter sa voix. Et puis aussi mon vécu sportif où régulièrement on avait des choses à poser, des choses à dire, mais c'était soumis à victoire, à résultat, et là seulement on nous tendait le micro. Et on voyait bien, quand on gagnait, notamment pendant le tournoi Destination, quand on a gagné, à quel point le fait de pouvoir parler faisait bouger les choses. Donc la voix, c'est un outil puissant. Et pour finir, je dirais que le truc le plus marquant pour moi, ça a été de rencontrer le slam, peut-être il y a 2 ans, où j'ai pu exorciser un vécu très jeune autour de l'écriture et de la parole. Et je me suis dit pareil, c'est un outil, l'oralité, c'est quelque chose de fabuleux. Je travaille au sein de Femmes 3000 avec des femmes qui vivent et portent l'oralité également dans leurs activités respectives. Donc c'était une évidence finalement de proposer ça à l'extérieur et d'ouvrir une scène comme ça à des femmes et des hommes qui voulaient bien s'essayer à cet exercice-là. Mais j'ai cru comprendre aussi que tu avais un certain talent de slameuse. Tu nous as caché ça? C'est largement à alimenter, à travailler, mais effectivement c'est un art que j'adore et voilà, j'essaye de dégager un peu plus de temps pour profiter de ça parce que c'est un exutoire extraordinaire et que oui, l'oralité, c'est sa voix, c'est tellement libérateur. Ouais, c'est un outil de guérison. Je vais oser le mot. On est là-dessus. Souvent, on va dire que, effectivement, les musiciens, ils parlent d'eux, ils racontent, ils déposent des choses. Ça nous touche ou pas en fonction de ce qu'on a vécu. C'est un exutoire pour eux. Et si on n'est pas sur de la musique commerciale, évidemment. Et le slam, c'est ça. La poésie, c'est ça. Le théâtre, c'est ça. Pour pouvoir accompagner les candidats à travailler à la fois le fond, la forme, sur ces 3 univers. Comment est-ce que tu en es venu avec ton équipe à choisir ces coachs-là et est-ce que tu veux nous parler d'elles? Alors c'est souvent comme ça, mais c'est une question de rencontre aussi et de sensibilité. C'est 3 coachs extraordinaires avec vraiment leur art et cette maîtrise de leur art et je trouvais ça vraiment pertinent et logique d'avoir ce type de proposition parce que on est tous différents et on s'est dit que c'était riche d'avoir 3 profils différents. La poésie, Laetitia, qui fait aussi des ateliers d'éloquence et je trouve que voilà, c'est un style très particulier, la poésie et voilà, et ça touche aussi et ça a amené vraiment une musicalité différente et voilà, donc voilà, c'était assez évident qu'on fasse appel à elle. Alors, on a parlé beaucoup du slam, effectivement, et moi, ma rencontre avec le slam, c'est ma rencontre aussi avec Marina, d'Irina,
parce que Rina. voilà, dans le monde de slam. Et parler d'elle, je sourire, il y a quelque chose de vraiment hyper pétillant et c'est vraiment riche aussi de pouvoir la compter parmi nos coachs et faire en sorte que elle puisse diriger un groupe parce que c'est un art qui est pas pour moi assez connu encore et qui mérite vraiment d'être encore plus popularisé. On va dire merci aussi à Encore Malade qui a commencé à populariser le truc, mais c'est même une origine. C'est à la base son musique, etc. Et donc c'est un jeu, c'est très codifié aussi quand même. Et on fait pas du slam en se levant le matin comme ça. Donc c'est aussi un bel apprentissage que de découvrir cet art-là. Et donc c'était logique de lui proposer. Et Marido, c'est comment la décrire, c'est son environnement et son approche est hyper puissant, hyper contactant, hyper authentique aussi. Attention, c'est pas évident parce que c'est un vrai voyage interne dans sa manière de vivre le truc, la sincérité, l'authenticité, c'est au cœur du sujet et c'est au-delà de ce qu'on va juste écrire, c'est comment on va le vivre pour que ce soit accueilli. Et donc Marido, c'est un bel univers aussi et pour nous c'était pareil, une évidence. Et Laetitia, la plume en fait. Qu'est-ce qui t'a touché chez Laetitia ? Je dirais la sensibilité. Évidemment, c'est toutes des femmes hypersensibles, évidemment. On n'est pas dans cette... moi, c'est ce qui me touche. On vibre pareil. Je parlais de décalage au début. On a la même couleur, donc je me sens pas en décalage avec elle. Et ça, c'est juste énorme dans le sens où ce qui nous anime, c'est la vibration. Voilà. Les mots ont une vibration. La façon dont on le dit, ça a une vibration. Et... évidemment, Laetitia a cette vulnérabilité-là, cette sensibilité-là qui transparaît, et ça vient toucher, quoi. Et ça, c'est la voix, tout. Moi, c'est quelque chose qui... Voilà. Du coup, mon équipe vibre à cette vibration-là aussi. Et évidemment que c'était logique pour nous. Vraiment, c'est une super belle rencontre, ces 3 femmes. Vous avez eu beaucoup de candidatures. Il a fallu faire des choix. Pas toujours faciles. Qu'est-ce qui primait dans votre ligne directive pour choisir ? Dans notre approche, on s'est dit que c'était important que les coachs se saisissent et soient partie prenante. Donc pour moi, c'était effectivement c'était un peu leur partie quelque part. Et je voulais vraiment qu'elles soient maîtres de ces choix-là. Donc c'est en fonction de leur sensibilité que ça s'est joué. C'est une rencontre humaine aussi, un coach, un coaché. Et du coup, il fallait qu'elles le sentent, tout simplement. On retrouve le reste de l'interview de Komiba juste après ce petit moment musical. Savage Daughter, un court extrait du concert de la chorale Angloy en chœur mené par Jason Waters. Komiba, merci pour ce petit moment qu'on partage aujourd'hui. Ravi d'être avec toi, Gwenaëlle. Je vais commencer par une question que je pose souvent en introduction. Hormis tout ce qu'on peut savoir ou découvrir de toi, si je te demandais juste de te décrire, tu me dirais quoi ? Merci pour cette question. C'est déjà
un premier jet d'introspection. Pour me décrire, je dirais dynamique. Dynamique, énergétique, puissant, vulnérable, sensible, prêt, sensible. Et enthousiaste. Pourquoi? En gros, c'est peut-être beaucoup de synonymes, quelque part, j'ai envie de dire. Voilà, mais pour me décrire, c'est un peu ça, dans cette dynamique que j'ai envie de profiter, j'ai envie de vivre. Et tout mon corps, tout mon être se met à ce service-là, en fait. Des fois un peu trop, parce que l'hypersensibilité, des fois, ça vibre fort et que ça peut même faire mal, que des fois on est en décalage. Je suis en décalage. Mais bon, ça fait partie du jeu de la vie aussi, et de cultiver cette différence-là, parfois ça a du bon. Et ça me convient. Pour me décrire, je dirais un peu tout ça. Je suis tentée de faire un parallèle sur un atelier auquel j'ai participé et que tu as co-animé avec Femmes 3000, qui était autour des valeurs du rugby et de l'impact que ça a dans la vie. Ce que tu viens de décrire, est-ce que ça pourrait être caractéristique d'un troisième ligne ou d'une troisième ligne ? Effectivement, je crois que le parallèle est tout à fait juste et intéressant, et ça reste un poste où il faut être volontaire, il faut être généreux, un poste où on est un peu électron libre, donc il faut trouver sa place dans le collectif, autant se faire plaisir et être très volontaire que effectivement se rendre disponible pour l'équipe et observer ce qui va être bon pour l'équipe à ce moment-là, en fait. Donc chaque match est différent, mais voilà, cette couleur-là d'envie, évidemment qu'il y aura une trame de fond pour tous les joueurs de rugby ou toutes les joueuses de rugby, mais c'est vrai que la caractéristique pour moi au poste de troisième ligne, c'est ce côté très énergétique où il faut être quasiment partout, et souvent on nous appelle les 100 rats. C'est comme si on se dédoublait, on se triplait, et on était partout sur le terrain. C'est un peu ça. Voilà, cette volonté, vraiment, de vivre un peu tous les aspects du jeu et du terrain. On peut être tant troisième ligne, c'est vraiment le dernier poste des avants, et après c'est des trois quarts. Pour ceux qui connaissent un petit peu, du coup on est à la fois dans le pack de devant, mais on peut aussi sur certains ballons être complètement dans un jeu d'arrière et de trois quarts, et voilà. Mais c'est cette envie, cette découverte du jeu, cette découverte de la vie, quoi. On va revenir un petit peu sur le parcours. Je vais m'arrêter juste à 2014. Pour la 4e fois championne de France, 3e fois avec Montpellier cette année-là. La Coupe du Monde, où vous finissez 3e avec l'équipe de France. Les 6 nations, et là vous remportez le Grand Chelem. Ça a été une année folle, ça. Comment tu l'as vécu ? Alors, effectivement, 2014, c'est une année folle, hein. Je pense que je reprends ce mot-là parce que c'est tout à fait comme je le ressens dans mon souvenir 11 ans après. Je me dis que j'ai tout vécu en concentré sur cette année-là, où je me suis dit, mais j'ai vécu le meilleur et j'ai vécu le pire, en fait. Et oui, parce que souvent on me demande quel est mon meilleur souvenir. Je dis oui, c'est au cours de l'année 2014, mais c'est pas toute l'année 2014. C'est mon meilleur souvenir, c'est effectivement cette finale du tournoi à destination, voire même ce tournoi à destination concentré sur à peu près 2 mois et demi, où on vit une aventure extraordinaire avec le groupe. S'ensuit un titre de championne de France, et là ça a beau être le 4e, un titre de championne de France, ils sont tous différents, et ça a été une aventure incroyable avec Montpellier. Et puis quelque chose d'hyper difficile à vivre, la Coupe du Monde. C'est que récent que je le ressens et que je le verbalise comme ça. Je fais ce feedback de me dire que c'était des montagnes russes. C'est des hauts, c'est des bas. Il y a 2 aspects, hein, évidemment. Il y a un aspect purement individuel, et puis il y a un aspect collectif. Individuellement, j'ai vécu des moments difficiles parce qu'il y a des matchs que j'ai pas joués, ou que je me suis retrouvé hors groupe, sans avoir vraiment d'explication. Donc ça, c'est vraiment un point de vue très... un point de vue, un vécu. Le vécu personnel, où c'est venu me chercher, hein, sur la posture, l'ego, la vulnérabilité, les incompréhensions, toute cette dynamique de groupe, tout ce qui va m'échapper, puisque c'est pas de mon ressort, j'ai beau tout faire, m'y mettre. Et puis après, il y a le positionnement, ok, il y a cette dynamique de... je suis au service de l'équipe, donc après, qu'est-ce qui prend le dessus ? On reste humain, donc évidemment que le but c'est de donner le maximum pour l'équipe, et on a envie de servir à l'équipe. Maintenant, j'ai fait le sparring partner aux entraînements pour être à dispo de l'équipe.
Donc du coup, je suis vraiment resté dans cette dynamique-là et j'en ai beaucoup appris parce que du coup, ça a servi au collectif. Et au final, il y a encore des matchs à jouer. Je joue le dernier match contre les Irlandaises pour la 3e place au stade Jean-Bouin. Plein à craquer, ils ont refusé du monde et tout. Ça a été une aventure extra. Donc voilà, quand je dis qu'il y a du plus, du moins. Et surtout, on a vécu aussi une aventure de collectif hyper importante parce qu'il y a eu cet effet de solidarité où finalement, justement, cette dynamique de coaching un peu qui perdait du sens, il y a une forme de soulèvement et une sororité, une soutenance tout ensemble contre le coach quelque part. Je le pose. Et ça a été une aventure incroyable et j'en ai retenu beaucoup de choses pour la suite. Suite à ça, tu prends ton baluchon et tu pars vers une destination dont beaucoup rêvent, la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur cette expérience-là ? Je suis une femme de défi et j'ai essayé d'être le plus possible à l'écoute de ce dont j'avais besoin. Et j'avais besoin d'aventure derrière cette fameuse Coupe du Monde. Je me suis dit, t'as commencé le rugby tard et c'est l'opportunité. Si ça se trouve, c'était la seule opportunité que je pouvais avoir de jouer à l'étranger. Donc je me suis dit, c'est maintenant. À 31 ans et des brouettes, c'était l'occasion. Et je me suis dit, quelle est la meilleure destination que la Nouvelle-Zélande pour vivre cette aventure-là ? Et puis j'avais aussi besoin de me reconstruire suite à tout ce que j'ai pu, tout ce qui avait explosé en fait pendant la Coupe du Monde. Donc voilà, ça a été assez une évidence pour moi. Ça l'a pas été pour l'entourage évidemment, mais ça je suis habitué parce que je suis un peu souvent en décalage, mais finalement tout le monde a compris le pourquoi et heureusement que je l'ai vécu, mais parce que ça a été quelque chose d'extraordinaire. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays hyper accueillant. Ils n'ont pas inventé le rugby, mais je le croirais sans mal, tellement ils respirent et vivent le rugby, ils sont faits pour ça. Donc ça a été aussi, évidemment, rugbystiquement parlant, j'ai fait que du rugby à 7 pour le coup, parce que les saisons sont décalées et que je suis arrivé au début de la saison à 7. Mais je suis une sétiste aussi et ça a été magique, quoi. Voilà, de vivre à leur rythme le rugby. Qu'est-ce qui, dans leur philosophie, dans leur culture, leur façon de vivre les choses, t'a marqué ? Je sais qu'ils ont une façon d'intégrer la notion de bien-être des joueurs en particulier. Alors effectivement, globalement, ce qui est le plus marquant chez eux, c'est que c'est un jeu. Ils prennent ça vraiment avec une philosophie de plaisir. Là où nous, on va mettre quelque chose d'hyper rigoureux, cadrant, presque dramatique, eux, ils vont être là avec du jeu. C'est pas grave, on recommence. Tac, c'est pas grave, on recommence. Il y a quelque chose de vraiment, fais-toi plaisir. Et il y a une pédagogie qui est du coup tournée vers l'humain, en fait, qui m'a beaucoup touché, qui m'a vraiment réconcilié, moi, avec déjà avec moi-même, mes capacités, ma confiance, mon estime de moi, est-ce que je produisais ? Et puis, ça s'est vraiment validé encore plus avec la notion de prends soin de ton corps. Ton corps est un outil de travail. Il faut que tu arrives à le sentir déjà pour le repérer dans l'espace. On les voit jouer, on a l'impression que c'est une danse, qu'ils jettent les ballons, que c'est hyper facile pour eux. Mais justement, parce qu'ils ont une prise de conscience de la posture de leur corps, de la sensation. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. Donc il va y avoir cette dynamique dans le jeu, dans cette comment je me mouvoie, mais du coup forcément on prend soin de son corps en dehors aussi, par la visualisation sophro, par la massothérapie et les soins de récup. Et ça a été un vrai tournant aussi, et ça a conditionné beaucoup de choses, moi, déjà dans le métier que je fais maintenant, et dans tout ce que j'ai pu ramener, et dans la manière de voir et le corps et le sport, en fait. Ne pas dissocier corps-esprit. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on s'est beaucoup déconnecté ici. On rattrape les wagons, hein, mais quand j'y étais, du coup, en 2015, il y avait un vrai décalage. Et donc, ça m'a vraiment ouvert des voies et des portes que je n'imaginais pas, même si j'avais cette sensibilité-là, parce que, évidemment, que j'en avais besoin, comme tout joueur. Mais quand c'est pas proposé ou que c'est très léger, que on va être sur quelque chose de très segmentaire, j'ai mal à l'épaule, on te masse l'épaule, j'ai mal au mollet, on te masse le mollet. Mais le corps, c'est pas juste le mollet, en fait. Et donc, il y avait cette dynamique d'ensemble, et c'est cette pièce de puzzle qui me manquait, que j'ai trouvée en Nouvelle-Zélande. Du coup, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui ? Alors, c'est dans la continuité de ce que j'ai pu vivre professionnellement pendant ma carrière, puisque j'ai une licence en sport adapté et une spécialisation en psychomotricité. Donc j'ai travaillé avec des traumatisés crâniens en phase d'éveil
Ils sortaient du coma, ils arrivaient chez nous, donc on travaillait sur toute la phase de rééducation. Et suite à l'histoire que je racontais en Nouvelle-Zélande, je me suis formé en hydrothérapie, donc tous les soins d'hydro dans les centres de thalasso, thermalisme et tout, et en massage. Et c'est exactement ce sur quoi je mets l'accent aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, ça fait 9 ans déjà. Je suis praticien, thérapeute, on peut dire ça comme ça aussi. C'est de l'accompagnement par le biais du massage. Donc j'ai 2 directions, on va dire. La première, elle est axée essentiellement sur le massage de récupération sportif, massage profond, ce qu'on appelle aussi le deep tissue. Je vais utiliser des ventouses, le pistolet de massage, etc. Le but, c'est de relier un petit peu l'ensemble du corps, ou de délier l'ensemble du corps, voilà, trouver les points de tension pour récupérer. Ça s'adresse à tous les sportifs, peu importe le niveau, mais ça s'adresse aussi à tous ceux qui ont un métier avec des contraintes physiques. Tous ceux qui sont dans un parcours de soins dit plus classique, qui sont en parcours kiné par exemple depuis plusieurs sessions, et des fois ce qui manque c'est cette approche massage global, massage profond, pour rendre le corps disponible en complément, tout à fait, j'insiste là-dessus, c'est vraiment une complémentarité, le but c'est de rendre le corps disponible. J'ai 1 heure, 1 heure et demie, le temps, voilà, de faire tout lâcher, pour rendre le corps disponible pour faire la rééducation derrière. Et puis après, il y a un deuxième versant qui est plus sur un versant holistique, énergétique. Je suis magnétiseuse aussi. Le but, c'est de vraiment relier corps-esprit. On va faire la musicothérapie. Chaque massage va être différent d'une personne à l'autre, mais d'une même personne, d'un massage à l'autre. Tout simplement parce qu'on est différent à chaque fois et que moi, je vais être à l'écoute de ce qui va se jouer à l'instant T. Voilà. Donc c'est du sur-mesure et je me mets à disposition du corps et de ce dont la personne a besoin à l'instant T. On est quand même dans une société qui sollicite énormément, on est toujours tous par monts et par veaux à faire des milliards de choses, à remplir nos agendas, etc. Je pense à moyen long terme qu'il va falloir déconstruire ça et que petit à petit on y vient. C'est pas pour rien qu'il y a aussi des soupapes qui sautent chez beaucoup de personnes. On a le burn-out là, il est quand même de plus en plus récurrent, ou en tout cas une grosse saturation mentale. Et le but du massage, c'est justement de revenir dans le corps et de refaire descendre, de pas être que dans sa tête, de revenir au corps. Voilà ce que je propose. Décembre 2024, tu prends les rênes de la présidence de l'antenne Femmes 3000 du Pays Basque et des Landes. Comment on te propose ça ? Comment tu accueilles ça ? Effectivement, Femmes 3000. Femmes 3000, en fait, le premier contact que j'ai avec Femmes 3000 date de 2020. C'était 10 jours avant le confinement, à Bordeaux. J'ai rencontré Marine Bermond, à l'issue d'un regard croisé à Bordeaux, où j'intervenais dans le cadre d'une conférence. Il y a toujours un nouveau départ. Donc j'ai pitché, et à la fin, à l'issue de cette conférence, parce que je suis aussi conférencière, Marine est venue me solliciter en me disant qu'il y avait une antenne au Pays Basque. Elle m'a présenté un peu Femmes 3000, elle m'a dit qu'il y avait une antenne au Pays Basque, et que ça pourrait être intéressant, vu de mon profil, de prendre la présidence de cette antenne. Évidemment, confinement oblige derrière, c'est resté un peu en suspens, et c'est revenu dans les tuyaux au courant 2023, début 2024. Et ça a fait son petit chemin, et effectivement, je me suis lancé dans l'aventure en décembre 2024. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure-là ? Le moteur, c'est quoi ? Je suis une femme de défi, et entre la fin de ma carrière et cette proposition-là, j'ai eu un faisceau de plusieurs demandes, plusieurs vécus qui m'ont marqué, qui m'ont fait dire qu'il y avait besoin d'être toujours dans cette action, de soutenir et valoriser la place des femmes dans la société. Quand je parle de plusieurs événements, c'est notamment des tables rondes, des interviews autour du rugby féminin, où est-ce que ça en est, etc. Et puis année après conférence, après table ronde, je me suis aperçu c'était poussif, qu'il y avait des petites évolutions, mais que c'était très léger, et que c'était finalement l'ensemble du décor du sport féminin. Et puis dans mon activité aussi, donc beaucoup d'écoles, de formation en massage, etc. Mais j'avais beaucoup de sollicitations de manière indépendante où on me demandait, mais tout ce qu'il y avait autour finalement, comment je fais pour avoir des clients, comment je me positionne, et je me suis dit ok, mais ça veut dire qu'au-delà de la pratique, il manque quelque chose pour encadrer, soutenir ces femmes-là qui se lancent dans une activité d'indépendante. Encore une fois, besoin de valoriser, soutenir ces femmes-là qui s'engagent dans quelque chose d'un peu particulier qu'est l'entrepreneuriat.
Et puis, troisième vecteur, ça a été aussi un déclencheur qui est bien plus récent que les deux autres. C'est par le biais de la mairie de Biarritz, en collaboration avec le Connecteur et Indara, qui ont organisé pour la Journée internationale des droits des femmes une après-midi brainstorming autour du mentorat. Et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de besoins sur l'accompagnement, pareil de l'entrepreneuriat, et que le constat que moi j'avais fait, tout le monde le faisait, et que c'était primordial de structurer un petit peu tout ça et de continuer d'avoir des structures qui proposent de l'accompagnement. Du coup, Femmes 3000 propose quoi aujourd'hui ? Donc Femmes 3000 sur l'antenne Pays Basque Sud-Land, c'est l'opportunité de créer des événements avec beaucoup de dynamisme, d'énergie, avec du sens, porteur de ressources. Ça c'est primordial pour nous, c'est que tout le monde ressorte après chaque événement avec des ressources concrètes, avec la possibilité de mailler. Le réseau, on sait que c'est primordial dans son avancement, d'être porté par un réseau pour évoluer dans sa vie personnelle aussi. Et donc, proposer des événements avec ces possibilités-là, que ce soit pendant ou juste après, ou par sollicitation externe, etc., de créer une communauté et surtout d'avoir ces événements en ressources. J'insiste sur le mot ressources. Quand je dis ressources, c'est vraiment quelque chose de pratique, apprendre à pitcher en public. Et encore, il faut qu'on dépasse cette dynamique de juste en parler, faire le constat. À un moment donné, il faut des trucs pratiques aussi, parce que sinon, on va être toujours sur des discours. Entre soi, de femme à femme, on sait très bien nos problématiques. Maintenant, on veut ouvrir le truc en se disant ok, on a fait le constat, ça fait X années, comment on fait ? On parle de femmes. Pour avoir assisté au gala, j'ai vu aussi des hommes. Et je sais que tu insistes sur la mixité des adhérents de Femmes 3000. Tout à fait. J'insiste sur la mixité tout simplement parce que je pense qu'on est allé aussi un petit peu au paroxysme de l'ultra-féminisme et du militantisme. Je pense qu'il fallait en passer par là, mais il faut à un moment donné revenir à quelque chose de collaboratif. Ce sera avec eux de toute façon. L'idée n'est pas d'être contre, de ne pas être sectaire, mais de collaborer, de travailler tous ensemble en fait. On en apprendra d'eux. Et c'est en côtoyant encore une fois qu'ils vont aussi se positionner, qui sentent qu'ils vont être dans une dynamique inclusive en fait. Et donc la mixité, elle est pour moi extrêmement porteuse. Ils ont de toute façon, je dis on est d'accord que c'est pas péjoratif. Au contraire, les hommes ont aussi des regards qui sont hyper porteurs pour nous dans leur manière de fonctionner. Ils sont pas que dans cette dynamique patriarcale. Donc voilà, il faut en apprendre d'eux et les intégrer dans comment on fonctionne. Merci beaucoup, Komiba, pour ce moment d'intimité. C'est un vrai cadeau et un pur bonheur. Merci à toi. Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens.